Mesdames, Messieurs, bonjour. Alexandre, on vous attend parce qu'aujourd'hui, le café est remplacé par quoi? Par un cocktail de fruits. Un cocktail de fruits. Je vous laisse servir Germain Pétigna, qui est notre invité de cette semaine. Je vous rappelle qu'il est l'invité de cette semaine, comme Madagascar est l'invité de cette semaine, la grande île, comme on dit, avec une faune et une flore unique dans le monde, avec un pays... Il faut rappeler peut-être 2 ou 3 chiffres, puisqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on va parler de la coopération, on va parler des liens avec la Suisse, on va parler des difficultés sur place. Madagascar... peut-être pour que vous soyez au clair, sachez que par exemple, si vous viviez à Madagascar, votre espérance de vie, ce serait 56 ans. L'analphabétisme, 28% des gens sont analphabètes dans la grande île. Et puis, les grands problèmes de l'île, c'est la déforestation, c'est la culture en brûlis, c'est les ressources minières que d'autres s'approprient. Enfin, c'est les difficultés de se déplacer. Mais je dois vous dire une chose, Germain Pétigna est avec nous, je vous le rappelle. Lui, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il est à Madagascar. Nous, on l'a invité une semaine et figurez-vous, il veut déjà repartir. Il veut déjà repartir parce que le jour où il a quitté l'île pour venir chez nous, il s'est mis à pleuvoir et depuis le 30 mars de l'année dernière, il n'avait pas plu. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la pluie? C'est le renouveau. On redémarre. Parce qu'on n'a pas un hiver comme chez vous ici, avec de la glace et puis de la neige, c'est la sécheresse. C'est la période sèche. Alors les feuilles des arbres tombent comme chez vous ici, à Genève, hein, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Et puis au moment où la pluie, au moment du réchauffement, vers le mois de fin octobre, début novembre, il y a un réchauffement qui se produit, évidemment, c'est la saison qui change. Et les arbres commencent à débourrer, mais des toutes petites pousses, etc. Puis c'est en attente. Alors c'est en attente depuis la mi-novembre. Jusque donc une fois que la pluie est tombée, tout démarre, tout, y compris les herbacées, donc il reste. Alors vous qui êtes un passionné de la protection de la flore malgache, vous êtes un peu malheureux d'être là. Vous dites mais mon Dieu. Oui, j'ai hâte de rentrer. Il a hâte de rentrer. David, vous pouvez nous présenter nos autres invités? Oui, j'aimerais vous présenter Madame Béatrice Meyer, qui est là à 2 titres. D'abord parce que c'est l'une des grandes clientes de Germain Pétigna à Madagascar, puisqu'elle y a été entre 91 et 94, et qu'à cette occasion, elle a pu découvrir l'auberge d'Germain Pétigna. En fait, elle est aussi là parce qu'elle travaille à la DDC, donc au développement et à la coopération à Berne, qu'elle en est chargée de programme et qu'elle nous parlera de types d'actions que l'on peut faire depuis la Suisse. Présent également, lui, il a quitté le soleil pour venir à la pluie. Il est donc courageux d'avoir quitté le Valais pour nous rejoindre. C'est Franco Cibrario, directeur de Canal 9, qui a traversé les nuages et qui nous parlera également d'une action très particulière entre Canal 9 et puis une histoire d'amour en fait avec Madagascar. À ses côtés également pour parler de la même histoire, c'est Marie-Josée Broggi, elle est journaliste. Elle nous parlera également de l'association Canal 9 Antala et Monsieur Claude Stadelman, réalisateur qui lui aussi est à l'origine de ce projet. Oui, on peut préciser à propos de Claude Stadelman qu'il est cinéaste, que demain on parlera de la vanille et de Taxi Vanille, bien sûr. Après-demain. C'est jeudi, Jean-Philippe. Ah, mais j'ai tellement envie, moi, de vanille. Faut continuer. Bon, on passe par l'anarchie demain, hein, c'est ça. Bon, allez, tant pis. Demain, ce sera l'anarchie et après-demain, ce sera la vanille. L'anarchie, je dois dire qu'on connaît un peu sur ce plateau. Hein. Et bon, c'est aussi rappeler que Claude est un peu l'initiateur de projets. Un de ses passionnés, ils sont tous amoureux de Madagascar, ce qui est extraordinaire. Alex, ramenez-nous un tout petit peu chez Germain Pétigna. Bon, on est au sud-ouest de la grande île, on est au bord du canal du Mozambique, mais on n'est pas tourné vers la mer, on est tourné vers les terres. Et puis, il y a là un certain nombre de centaines, de milliers de plantes qui sont des plantes endémiques de Madagascar, mais que Germain est allé récupérer un peu partout dans le sud-ouest pour les acclimater dans un seul lieu. Ça lui permet à lui de les étudier, à d'autres scientifiques de venir. Ça lui permet de faire tout un travail qui est essentiel pour le maintien de cette flore. Alors, je vous propose, Germain, de nous dire un petit peu, on vous commence à voir les images là, ce qui se passe. Vous voilà en plein dans la forêt. Là, c'est quand il a à peu près plu et il y a donc un certain nombre de fleurs et d'éléments de végétation. Et votre travail, consiste, le sécateur, c'est pas forcément pour couper toute la brousse. Mais ce que vous allez faire, c'est observer un certain nombre de fleurs parce qu'un certain nombre d'entre elles ne sont pas connues, n'est-ce pas? Celles-là n'ont pas connu, c'est pas connu ça. La famille des acantacées. Et celles-ci, par exemple, qui sont... Ça, c'est une apocynacée, ça, c'est une pédaliacée, Oncarina stellulifera. Ça, c'est encore une acantacée. Ça, c'est l'Iliacée, là, c'est la... Ah
Bon, allez, on arrive chez vous. Là, vous arrivez en réalité d'une observation dans la forêt. Généralement, ça dure quelques jours. Et puis, là, on est chez vous. On parlait de l'auberge. À droite, c'est l'endroit où un certain nombre de gens viennent se restaurer, puisque votre femme fait la cuisine, que c'est un des éléments je dirais de la survie de votre entreprise. Et voilà l'arboretum. Je crois que depuis cette image, le prix de l'entrée a un peu augmenté parce qu'il y a eu inflation. Hein. Puis voilà toutes les plantes que vous avez petit à petit acclimatées chez vous. Il y en a des dizaines. 954 actuellement. 954. Et alors le but, c'est uniquement d'en avoir un exemplaire ou ensuite là on vous voit travailler. D'abord, j'imagine que vous les répertoriez, vous essayez de savoir si elles sont déjà connues. Oui, c'est ça. Si la plante a déjà été étudiée autrefois par d'autres botanistes, parce qu'on n'a rien d'ensemble sur la botanique à Madagascar. C'est des crottes de biques qui sont ramassées comme ça. C'est un peu ça. Hein. Et alors, la flore de Madagascar qui a été à Paris, mais ça a été stoppé il y a à peu près 25 ans. Et à partir du moment où vous avez identifié une plante qui est relativement rare et éventuellement en danger, il s'agit de la protéger et pour ça de la reproduire. Il faut la multiplier. C'est ça, reproduire, multiplier. C'est ce qu'on voit, c'est les boutures là. Voilà, des boutures. Ça, c'est le fils qui s'en occupe. Voilà. Ouais. Ça, c'est mon fils qui s'appelle André. Et puis le résultat, c'est que ces plantes grossissent, qu'elles grandissent, qu'elles donnent des graines. Et ces graines, vous allez les stocker, les faire sécher, puis les envoyer à travers toute la planète. Oui, c'est avec ça que je survis. Hein. Parce que si on compte sur les aides internationales, c'est 0. Tout le monde m'a promis, j'ai des camions de promesses, mais aucune n'a réalisé. Et puis alors il y a un prédateur, pour vous en tout cas, et pour les graines, c'est ces animaux que nous chérissons, mais que vous n'appréciez que modérément. Oui, j'ai dû les évacuer, on a dû les endormir pour les remettre dans une réserve, parce que pendant 2 ans, je n'ai pas récolté de fleurs, hein. Je n'ai pas pu prendre des photos, je n'ai pas pu avoir les graines. Alors, ils sont bien gentils, mais il n'y en a que 6, tandis que moi, je ne sais pas, des centaines de plantes. Et puis, on les a piqués, on les a endormis, puis on les a remis dans une réserve à peu près à 200 km Voilà, ils sont chez eux, là. Et puis vous chez vous. Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'ai une autre espèce qu'on n'a pas ici, c'est les Microcebus rufus. C'est pas plus gros qu'une souris, hein, mais ce sont des lémuriens. Et qui mangent les insectes et non pas les graines. Des pattes comme nous, pareil. Ouais. Hein. Ils ont des gros yeux, c'est des nocturnes, ils mangent des insectes. Moi, je vous propose qu'on se plonge avec de très belles images aussi, que l'on se plonge dans Madagascar, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il pleut. Hein. Même quand il pleut pas, pour se déplacer, c'est extrêmement difficile. C'est un des premiers problèmes du développement de Madagascar, savoir comment tout simplement se déplacer. Et puis, quand il pleut, alors ça devient vraiment un sport extraordinaire. Pour l'illustrer, un chanteur, c'est un chanteur qui est à la fois député et chanteur. Il appartient à un groupe qui s'appelle Maaleo. C'est très intéressant parce que c'est un groupe qui parcourt le pays pour essayer de permettre aux gens de prendre conscience des problèmes à la fois de protection de développement et puis de tout ce qui peut culturellement les réunir. Regardez. Ianao avy any atsimo handeha iana varatra ny fonao tsy manadino hamangy ireo havana sova misy fiare teteny Madagasikara ireo taxi borosy mampifandray ny mpianakavy ianao avy any avaratra handeha iana atsimo hamangy malala any ambany volo sofa misy fiare. Madagascar, c'est un île continent très très grand. Et les régions sont très très dispersées dans toute l'île et les routes ne sont pas suffisantes. Mais malgré tout ça, malgré les mauvaises routes, les mauvaises pistes, malgré les saisons de pluie, tout ça, il y a toujours le taxi brousse qui essaie de relier ces différentes régions. Mais en plus, dans le taxi brousse même,
il y a différentes des gens issus de différents endroits, de différents lieux, qui sont en même temps dans le taxi brousse et qui sont obligés de faire pas mal de kilomètres ensemble, serrés. Et ça favorise aussi la communication entre les gens. En tout cas, je ne peux pas changer le monde, mais je contribue par exemple en chantant les réalités, la vie quotidienne des gens, à amener les gens à se retrouver dans ces réalités-là. Donc ça, c'est très important. C'est très important parce que à Madagascar, la population est très très jeune. Et actuellement, Madagascar est en train d'être submergé en quelque sorte par toutes les différentes cultures venant de l'extérieur. Et donc, pour nous, en tant qu'artistes, nous contribuons à ce que les jeunes de Madagascar écoutent notre musique, notre chanson, tout ce qui se passe à Madagascar. Donc nous contribuons à faire connaître par nous-mêmes notre propre culture pour qu'on puisse mieux s'ouvrir à l'extérieur. Alors Herman Petigna, Herman Petigna, je me suis fait gronder, on m'a dit Petigna, pas question que vous le disiez autrement, Petigna. Les Jurassiens, c'est les Jurassiens. Ouais, il n'y a rien à faire. Alors dites-moi, bon, on a vu, ça c'est des images avec de la musique, mais la réalité c'est vraiment ça, difficulté de déplacement, route... Moi, on a un territoire, la région de Tuléar, la province, si vous voulez, c'est là à peu près 750 km de long, je vous l'ai dit hier. Elle est traversée par une route qui est goudronnée, donc une route à peu près de, je sais pas, une dizaine de mètres de largeur, quoi. Et 130 km, donc dans la province. Et tout le reste, c'est les pistes comme on a vu là. Donc quand il fait sec, bon, il y a de la poussière, et puis quand il y a de la pluie, il y a de la boue. Et on passe pas souvent, on ne peut pas passer. L'année dernière, j'ai dû partir en prospection, c'était au fin avril, avec le corps de la paix des Américains. On a été coincés entre deux rivières pendant 2 jours. Alors on n'avait pas de lit, rien, on a dormi dans le camion. C'est dire l'importance à la fois des communications terrestres, c'est dire l'importance, on en parlera tout à l'heure, des communications par la radio, voire la télévision, ouais, pour que les gens puissent se parler dans un pays où il est très pauvre, d'abord très très pauvre. Ouais. Racontez un peu la pauvreté, parce que vous, les paysans, vous les connaissez, hein, si ouais, vous partagez leur vie. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un paysan? Le paysan, il n'a pas de revenu fixe. Hein, suivant les saisons, si la saison était bonne, bon, il peut récolter du riz. Alors, chez moi, il n'y a pas beaucoup de riz. Hein. C'est sec, c'est des pays secs. Il y a quelques vallées qui produisent. Et puis tout le reste du pays, c'est sec. Alors des caillouteux, alors on cultive du manioc, du maïs. Cette année, il n'y aura pas de maïs parce que la pluie est tombée trop tard. Tout est sec. Ou alors il y a une espèce de gros haricots qu'on appelle le pois du Cap, qui est utilisé aussi. Et vous m'avez raconté une histoire extrêmement intéressante. Vous m'avez dit qu'ils pourraient produire plus. Ils pourraient produire pour l'exportation, mais comme ils n'ont pas confiance, ou lorsqu'ils sont produits plus, on ne les paye pas, ils ont dit, bon, bah d'accord, on cultive notre terre, un point, c'est tout. Oui, alors j'ai eu des cas bien précis où je travaillais là-dedans, donc toujours par la recherche. Il y avait une société qui a été nationalisée, une huilerie, et puis ils achetaient donc des arachides par tonne. Et là, j'ai un cas bien précis, je peux vous donner le nom du village, ça s'appelle Ampouza. Le chef de village avait 10 tonnes d'arachides qui avaient été achetées donc, par cette usine-là et qui n'a jamais été payée. On lui a donné des bouts de papier, disant qu'il fallait aller chercher l'argent donc à peu près à 30 km. À pied? À pied, oui, bien sûr, il n'y a rien. Là. Et le vieux, il a fait 4 fois le voyage. Et après, le collègue a tout déchiré. Donc le bon de caisse, si vous voulez, il a tout déchiré. Il dit, non, vous gardez votre argent, on n'en a pas besoin. Mais c'est fini pour l'arachide. Alors il y a eu, c'est des bars, c'est la tribu des bars. Et alors là, c'est un peu comme les Jurassiens, ils sont... Les Petigna, donc. Et à propos des rizières, bah justement, Alex, c'était en plus,
On cultive difficilement les rizières et en plus, il y a les catastrophes naturelles. Bah oui, il y a eu en 91 Cynthia, mais il y a pratiquement chaque année des cyclones. Et si vous voulez bien, je vais vous emmener là un peu au nord de Tuléar, dans la région de Moranda, de la plaine du Ménabé. C'est un peu, là on le voit, une espèce de sanctuaire pour baobab géants, mais c'est aussi cette région un endroit où il y a justement des cultures, des rizières, des cultures intensives. C'est une des grandes régions de production. Et puis c'était donc en 1991, le 16 février, il y a eu cet ouragan. Regardez ces images, c'est... Il n'y a pas de vent, là. Et voilà donc cette vie qui s'est arrêtée du jour au lendemain. Ça signifie, lorsqu'il y a des catastrophes comme ça, que les riziculteurs, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est éventuellement aller mendier aux abords des villes, sauf s'y intervient un organisme comme en l'occurrence la coopération suisse. Au lieu de fournir cette aide juste par un don, nous faisons travailler les riziculteurs qui sont au chômage sur leur propre réseau et tous les travaux sont faits à la main. Nous pouvons leur fournir une aide économique qui leur permet de survivre sur place au lieu de devoir chercher d'autres terres qui pourraient les nourrir ailleurs en Madagascar. Si c'était pas là, on se rencontrerait beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a plus de culture depuis la catastrophe. Voilà, alors l'homme, le représentant à l'époque de la coopération suisse, c'était Thomas Frey. Et évidemment, ce type d'opération, ça ressemble pratiquement, quant aux images, à des images de ce qu'on imagine avoir été l'esclavage il y a 150 ans. Mais en réalité, c'était le moyen de faire que ces gens n'émigrent pas et que je dirais d'une certaine manière qu'en plus, ils se sentent beaucoup plus responsables de leur rizière. Et le résultat, je crois que vous allez pouvoir nous en parler, c'est qu'aujourd'hui, la rizière refonctionne, qu'elle redonne à manger à toute une région. Et donc, ce choix qui ne ressemble pas beaucoup à la Suisse, généralement la Suisse choisit des méthodes tout à fait de high-tech, de dernière technologie. Et là, ils ont choisi cette formule et je crois que c'était la bonne formule. En tout cas, elle était ressentie comme telle sur place lorsque j'y étais. Voilà, avec ce projet, on voulait en fait atteindre 3 objectifs. D'un côté, d'assurer la survie de ces paysans qui n'avaient plus de quoi se nourrir à cause de ces rizières qu'ils ne pouvaient plus cultiver. Deuxièmement, c'était d'améliorer la situation économique de la région. Et puis, troisièmement, de réhabiliter tout un réseau d'irrigation qui était détruit par ce cyclone. Ce n'était pas uniquement les rizières, mais tout un réseau d'irrigation. Alors, on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ces paysans? Est-ce qu'on leur distribue uniquement de la nourriture? Mais finalement, on s'est dit, non, ce qui manque à ces paysans, c'est des revenus stables. Alors, on a créé ce chantier avec 2000 personnes. C'était un des plus grands chantiers de Madagascar. C'était fascinant à voir, comme on a vu les images tout à l'heure. Et puis, avec ces 2000 paysans qui ont eu des revenus réguliers à travers ce projet, je pense qu'on a pu nourrir à peu près 15 000 ou 10 000 personnes parce que ces paysans, ils nourrissent des grandes familles. La moyenne d'enfants par famille, c'est 6 ou 7 enfants au milieu rural. Alors on pense, avec ça, on a assuré la survie de 20 000 personnes. Et puis effectivement, aujourd'hui, ce réseau d'irrigation, elle est remise en état, il y a l'eau qui coule, et puis toutes ces rizières, toutes ces plaines sont cultivées de nouveau, et ça a facilité la remise en état de tout le système économique de la région. Mais Madagascar, c'est un pays de concentration, comme on dit à la coopération technique. C'est que vous concentrez les efforts dans certaines régions du monde. Qu'est-ce que vous y faites? En fait, oui, effectivement, Madagascar est un de nos pays de concentration. On en a 16 dans le monde entier. Et puis, à l'intérieur de ces pays de concentration, on se concentre aussi dans quelques régions et sur quelques thèmes. Et à Madagascar, il y a 3 régions, dont cette région de Moranda, où nous sommes présents depuis longtemps. Et puis les thèmes, c'est un peu le thème de l'environnement, tout qui tourne autour de la protection de l'environnement, mais aussi l'amélioration de la production des paysans. Ce que nous voulons, c'est, bon, on pourrait résumer ça avec le slogan « Produire sans détruire », aider les paysans à améliorer la production tout en gardant les ressources naturelles pour éviter toute surexploitation. Ça, c'est un de nos axes de travail. Et l'autre,
c'est le développement social. Qui vous concerne plus particulièrement, et notamment dans le cas du développement social, toute la partie communication. Et là, on a quelques images d'une entreprise que vous avez eue récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, d'un système qui pousse les gens à mieux communiquer, puisqu'on a vu les problèmes que ça posait sur place. Oui, effectivement, un grand problème du monde rural malgache, c'est le manque d'information, le manque d'accès à l'information. Alors, ce que nous, on a essayé de faire, c'est d'appuyer ces paysans dans la prise de parole. Et ce qu'on voit là, c'est qu'on a formé des jeunes journalistes dans le domaine du journalisme rural. On voit là, dans les images, ces jeunes journalistes qui interviewent des paysans dans les villages même. Le but étant donc de confectionner des cassettes qui seront ensuite retransmises aux paysans qui pourront ainsi créer une espèce de chaîne et s'entendre parler de leurs problèmes respectifs. Voilà, l'idée c'était d'améliorer les échanges entre les paysans et aussi les échanges entre les paysans et le monde urbain. Parce que ça manque beaucoup. Il faut demander à Herman Petigna, est-ce que vous en avez entendu parler de tout ça? Vous avez des contacts? Vous savez ce que fait la coopération suisse sur place? Vaguement, oui, sur beaucoup de points, mais pas tout au détail, quoi. Ouais. J'ai connu l'histoire qu'on a montrée tout à l'heure dans la plaine de Morondava, ouais. D'accord. Il y avait la coopération suisse aussi pour l'environnement au nord de Morondava, qui s'appelle la forêt de Kirindi. C'est la plus ancienne, je pense. À votre avis, une aide internationale, quand est-ce qu'elle est bénéfique, quand est-ce qu'elle n'est pas utile, à votre avis, hein? Elle est bénéfique quand on réussit à faire participer les gens du coin. Qui se sentent motivés. Ce qui est l'exemple dans le cas des radios, là. D'accord. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup d'aides internationales. Bon, on fait des contrats de 3 ans. Hein. Au début, c'était ça. Avec les Kirindi, ils sont venus avec un contrat de 3 ans. C'est pas la peine d'ouvrir les valises. Hein. À 3 ans, c'est pas la peine. Alors, le projet a continué. Ça fait au moins 15 ans maintenant que la forêt de Kirindi est gérée. On apprend à gérer les gens, etc. Et ça peut avoir un poids important. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis notre approche, c'est toujours d'appuyer des initiatives qui existent. On ne peut pas venir de l'extérieur dire maintenant il faut faire ça et ça, mais nous, on se base sur des initiatives qui existent. C'est ça, exactement. C'est ça la participation qui est au centre de tout travail de développement. Alors ça, c'est le travail logique d'État à État, au fond, hein, veut dire en aide, ou en tout cas établir des liens de solidarité entre la Suisse et Madagascar. Puis il y a des initiatives privées. Des initiatives qui viennent d'un coup de cœur. Bon, je sais pas, peut-être Claude, là, juste, prenez votre micro vert comme votre écharpe devant vous, là. Pas mal, hein. Pardon. Vous ne l'ouvrez pas, il va fonctionner tout seul, je suis sûr. Vous avez eu un coup de cœur pour Madagascar, dont on aura l'occasion de reparler d'ailleurs jeudi, cadre Vanille, mais d'où vient ce coup de cœur? Quelle est l'image qui vous a frappé? Le coup de cœur, c'est la beauté du rituel dans le cadre de la vanille, et je touche évidemment par le rituel, évidemment, les gens. Donc moi, ce qui m'a vraiment frappé là-bas, c'est les gens, la manière dont ils sont tous les jours dans leur quotidien, à savoir qu'ils sont très très pauvres, mais ils ont un cœur énorme. Donc comment ne pas partager cette générosité qu'ils ont dans le sens de la vie. Donc je suis parti de là, et on va parler peut-être du projet. Bien sûr, parce que vous en avez parlé à travers des films, on parlera de Taxi Vanille jeudi, mais aussi il y a un projet qui a démarré avec Canal 9 et avec la Jeune Chambre économique valaisanne. Absolument, Canal 9, c'est donc la télévision locale, l'une des plus anciennes, hein, sauf erreur, vous me corrigez Franco si ce n'est pas le cas. Canal 9, c'est 80 000 téléspectateurs potentiels en Valais, et c'est un savoir-faire qu'ils ont tenté d'exporter, parce que figurez-vous, Canal 9 a commencé à Sierre, qui a eu extension à Sion, qui aura extension normalement prochainement en Martigny, et sachez que cette extension ne s'arrête pas, puisque les voilà maintenant du côté de Antala. Avant de découvrir le projet à Antala, je vous propose de découvrir la chaîne locale à Sierre. Nom? Canal 9. Adresse? Sierre, en Valais. Âge? Alors, 24 ans pour le projet initial de TV locale et 14 ans pour l'activité effective. Et ça, c'est une relique? C'est effectivement une relique, c'est les tout débuts de la pré-télé locale dans le cadre du centre de loisirs à Sierre. Alors le monsieur avec les pinceaux dans les cheveux, c'est l'invité, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui. Monsieur joue le rôle de l'invité et la dame joue le rôle de la présentatrice. Oui. Oui. Elle est en pleine forme. En pleine forme. C'est votre première émission? C'est ma première émission, effectivement. Et puis en plus, on vient d'apprendre que ce monsieur va nous dire plein d'autres choses que ce à quoi on s'attendait. Mensuration?
8, 4 et 600. À savoir 8 professionnels, 8 permanents, 4 stagiaires occupés à plein temps et 600 bénévoles qui ont défilé dans la maison depuis le début de l'activité de Canal 9. 600 bénévoles. Oui, 600 bénévoles. Actuellement, il y en a une quinzaine, je dirais, d'actifs, 15 à 20. Le principe de Canal 9 étant d'essayer de démocratiser la télévision et en tant que moyen de communication et d'expression, de le rendre accessible à tous. D'où l'intégration de bénévoles. Qu'elle présente par rapport à d'autres variétés cultivées anciennement. T'es sûr que t'as bon micro? Oui, t'as pas le bon micro. C'est parti. Alors les moyens, Franco. Alors les moyens, c'est un budget qui a passé de 170 000 francs en 84 à 1 700 000 actuellement. C'est le passage de 50 mètres carrés de locaux à 400 mètres à Sierre et 80 mètres à Sion. Le financement est assuré essentiellement par les téléspectateurs qui payent une taxe volontaire de 3 francs par mois. Quels sont vos moyens de tournage? Alors on possède 6 unités de tournage. On se déplace dans la région avec 4 voitures et on est équipé d'une régie mobile. On peut tourner en moyenne combien de sujets par semaine? Quand on aime, on ne compte pas. Un certain nombre. De quoi nourrir environ 3 heures de programme, 3-4 heures de programme par semaine. Est-ce que ce sont les téléspectateurs heureux? Non, ne répondez pas. On va avoir un regard totalement objectif. Tiens, par exemple, madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous connaissez Canal 9? Mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est que Canal 9? C'est la radio, la télévision locale, quoi, si on peut m'exprimer comme ça. Et ça vous plaît? Vous la regardez souvent? Beaucoup. Énormément. Vous savez ce que c'est Canal 9? C'est l'opération de la prostate. De la quoi? Prostate. Pourquoi? Parce qu'ils mettent un Canal 9. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans ce Canal 9? Non, j'aime bien. J'adore. Seulement voilà, il faudra avoir un peu plus d'argent pour faire des nouveaux programmes. Plus d'argent pour faire des nouveaux programmes. Vous êtes en tout cas un présentateur de talent. On peut quand même préciser une chose, c'est d'abord parce que c'est vrai que c'est l'occasion pour beaucoup de jeunes de se familiariser avec des techniques de télévision. Ça donne des professionnels de temps en temps. Et puis préciser aussi que du côté de la TSR et du côté de Canal 9, il y a comme un flirt actuellement. Il y a effectivement un projet de collaboration. La TSR compte nous confier du travail de post-production, c'est-à-dire de montage pour l'info régionale valaisanne. Alors c'est un début de collaboration, on espère qu'à terme ça ira plus loin qu'un simple contrat de prestation. D'accord. Et puis comme vous n'avez pas attendu de vous étendre jusqu'à Genève, vous vous êtes dit commençons tout de suite par nous étendre jusqu'à Antala, là-bas du côté de Madagascar. Alors comment ça s'est passé? C'est Claude Stadelman qui revient de là-bas, qui vous dit il y a quelque chose à faire sur place, on est dans les années 94 sauf erreur. Exact. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Comme il y a plus de soleil à Antala qu'à Genève, il est préférable d'aller monter une opération à Antala qu'ici. Ça fait beaucoup rire Marie-Josée. C'est comme ça que ça a démarré. Non, en fait, c'est vrai que Claude avait pris contact avec la Jeune Chambre économique de Sion. Il cherchait une solution pour ses amis d'Antala, qui avaient des velléités de développer un réseau de communication autre que le réseau routier, c'est-à-dire la télévision, éventuellement la radio. Et c'est comme ça finalement qu'on s'est rencontrés. Il est venu voir le responsable de la petite TV locale sierroise pour lui demander s'il était possible d'envisager une collaboration ou un coup de pouce pour monter cette opération. Donc l'opération, ça consistait à monter une télévision locale. Ouais. Alors vous êtes parti sur place? Alors, je suis parti sur place avec Stéphane Vicky, notre responsable technique. On est parti une dizaine de jours avec Claude, Mimi. Et on a passé 10 jours là-bas pour installer techniquement la télévision. On n'a pas eu suffisamment de temps pour vraiment faire de la formation soutenue avec les gens sur place, mais techniquement, quand on est parti, c'est la première fois, ça fonctionnait bien. Parce qu'il s'agit bien de ça, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit de faire coopérer les gens qui sont sur place. Donc vous les avez formés, vous leur avez proposé de travailler dans leur propre télévision, tout en leur apportant les moyens. Tout à fait, c'est un vieux dada d'animateur, hein, essayer de développer la communication sous toutes ses formes. Et c'est vrai que Madagascar en a un besoin plus qu'évident. Alors les routes, c'est une chose importante, mais bon, personnellement, moi j'ai aucun moyen pour construire des routes à Madagascar. J'ai pas beaucoup de moyens non plus pour monter un réseau téléphonique. En revanche, j'ai un certain nombre de compétences à apporter et quelques moyens techniques pour mettre sur pied une TV et une radio locale. On va demander à Herman Petigna, peut-être, juste avant de poursuivre le second voyage. Herman, vous, des gens qui viennent installer une télévision à Madagascar, une télévision locale, vous trouvez ça intéressant? Vous pensez que ça vaut la peine? Je pense, oui. On n'a qu'une télévision nationale. Vous la regardez? Vous la recevez d'abord? On la reçoit avec des coupures, en plus c'est pas tellement intéressant, hein, faut le dire. Hein.
niveau. On va prendre des copies de Antenne 2, TF1, qui sont, je vais vous le dire sans vous flatter, c'est beaucoup plus bas. N'hésitez pas à le dire. Alors, suite du voyage. Alors repartons en voyage. D'abord en demandant comment ça se passe sur place. Comment est-ce qu'on est accueilli par les gens du coin? Parce que peut-être que tout le monde ne voit pas forcément d'un bon oeil qu'on vient d'installer une télévision là-bas. Je crois que l'accueil était plus que chaleureux. À part un petit bémol, le ministre de la Culture qui a assisté à l'inauguration des locaux et qui, à la fin de son petit laïus, où il remerciait ces bons Suisses qui venaient aider ces pauvres Malgaches, il nous a demandé, à la fin de son discours, qu'on lui file nos cartes de visite parce qu'il comptait bien nous recontacter. Il y avait d'autres chantiers dans lesquels on aurait pu investir à Madagascar. Mais à part ça, je dis c'était le bémol, sinon c'est un vrai bonheur, quoi. C'est vrai que ce type d'action, c'est d'abord au-delà de l'aspect communication, de l'aspect technique, c'est surtout la dimension humaine qui m'intéresse, et là il y a des échanges extraordinaires. Oui. Ce qu'on peut dire aussi à propos d'Antala, c'est que c'est quand même un lieu qui est presque totalement coupé du reste de l'île, qui est relativement riche, ce qui fait que les gens ont quand même un poste de radio ou un poste de télévision, ce qui n'est pas forcément le cas dans votre région, par exemple, ou moins, et qu'il y a une identité locale assez limitée géographiquement. Donc je pense qu'il y a eu là tous les ingrédients pour réussir une première expérience. Et puis il y a surtout des personnalités marquantes sur place qui sont investies. Là on pense à Marie-Hélène Camiot, au maire, enfin il y a un certain nombre de personnalités qui ont des moyens et qui ont pu nous aider aussi techniquement et financièrement à monter cette opération. Peut-être question à Claude Stadelman, reprenez toujours votre micro vert, voilà. Quels sont les programmes qu'on peut voir déjà à Antala? Bien sûr qu'au niveau de la production propre à l'association Canal 9 TV Antala, il n'y a pas encore beaucoup de programmes, mais en gros ce que l'on peut dire, ce qu'essaie de faire l'équipe de Malgache là-bas, c'est 2 flashs d'informations par semaine, non seulement sur la région de la ville d'Antala, mais sur ce qu'on appelle la région du Sava, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller un petit peu au-delà, étant donné que c'est toute cette région-là au-dessus d'Antala qui est enclavée encore. Et puis à part les 2 flashs d'information, eh bien ils essaient de faire des magazines avec l'aide justement de Franco lors de ses séjours avec ses techniciens et nous autres, de faire un magazine par mois. Et ici et là, ce qu'on leur a demandé, parce que c'est une des fonctions importantes de la TV aussi pour eux, c'est de mettre un peu en mémoire les métiers qui vont peut-être disparaître aussi, c'est-à-dire les métiers de forgerons, etc., des artisans. Donc on a fixé comme ça un certain nombre d'objectifs, et puis c'est dans le cadre de la formation dont on parlera, qu'on va voir comment ça peut se passer. Alors Franco, est-ce que vous agissez comme d'autres grandes nations, à savoir vous fournissez le matériel, plus les reportages sur la récolte des abricots en Valais? Non, on n'y a pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Ce serait pas la récolte des abricots. Bon, cette année, les abricots, c'est un peu mince, mais c'est vrai qu'on pourrait leur apporter un petit documentaire sur la culture de la vigne. Il n'y a pas d'échange, vous fournissez quelques émissions. C'est-à-dire qu'on leur fournit quand même quelques documents sur ce qui se fait ici, et eux nous envoient de temps à autre ce qu'ils produisent, ce qui nous permet quand même d'avoir des échanges, et puis surtout pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir ce qui se passe encore sur place. Et voici donc des images, cette fois-ci plus récentes, ça fera Franco. Non, ça c'est les images de la première expédition. C'est lors de l'installation de la première partie des équipements. Il faut installer l'antenne là. Et là, on est allé faire un repérage technique avec Pierre Bingli, c'est notre technicien suisse chéri avec lequel on travaille depuis de nombreuses années, pour faire un repérage de façon à pouvoir placer des émetteurs de manière cohérente et efficace dans la région, parce qu'il manquait un émetteur pour la télévision, enfin il existe un émetteur mais qui était complètement pourri, et ça, c'est un émetteur radio. Pardon ? Ça c'est Massimo Lorenzi. Oui. Ça c'est Massimo Lorenzi malgache, ouais. Vous avez remarqué que ça s'appelle aussi Canal 9 Antala. Hein. Ouais. Donc en fait, vous êtes, ce que l'on peut voir sur ces images, c'est que vous êtes retourné régulièrement. C'est pas juste une action que vous avez posée là-bas et vous êtes reparti. Il y a eu le premier voyage en 96, il y a eu un second voyage, et puis tout récemment, en décembre, il y a eu un nouveau voyage pour aller réparer les émetteurs qui avaient été un peu abîmés peut-être par le climat. Ouais, c'est ça, à l'initiative de Mimi et de Claude. Mimi, c'est donc Marie-Josée Broggi. Marie-Josée Broggi, ouais, pardon, excusez-moi. C'est en famille, pas de problème. Bien sûr. On a pu obtenir, grâce à un coup de pouce de la coopération des émetteurs, qui nous ont permis d'une part de faire fonctionner effectivement la télévision,
et de mettre en route le deuxième projet qui est la radio. Alors, on va juste poser une question à Herman Petigna. Vous avez parlé de la télévision que vous receviez chez vous, télévision malgache, qui ne vous plaisait pas trop. Est-ce que vous recevez la radio? Alors c'est sporadique aussi, c'est jamais régulier. Parce que c'est pas répandu, dans la région. D'abord, c'est la région la plus pauvre de Madagascar. Où vous êtes? À partir à la ville de Tuléa, évidemment, où il y a des fonctionnaires qui ont des revenus fixes, etc. Mais tout le reste du sud, il n'y a rien. Les gens ne peuvent pas se payer une batterie, une pile. Ils ne peuvent pas. Ça coûte, pour eux, c'est très cher. On ne peut pas comparer valeur contre valeur suisse et puis malgache, parce qu'il y a une différence terrible. Alors, si bien que rien ne passe, parce qu'il n'y a rien du tout. En plus de ça, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait, à Madagascar, 28% d'analphabètes, mais chez nous, c'est 80%. Les écoles sont tombées en ruine, il n'y a rien. On trouve les murs, les tôles ont été enlevées, ils ont vendu les tôles, etc. Ils ont vendu toute la boiserie, puis il ne reste plus rien. Oui, j'aimerais juste donner un exemple, parce que moi, dans un village du sud, là, j'étais 1 an après les élections présidentielles, et les villageois m'ont demandé « Mais c'est qui maintenant le président ?» Ça fait, l'information vraiment passe pas du tout, et les gens sont obligés de s'informer à travers des bruits et des rumeurs. Mais ça c'est intéressant quand même, parce qu'on avait toujours eu le sentiment que la coopération suisse, elle souhaitait creuser des puits, développer, lutter contre la déforestation, mais sûrement pas investir dans la communication, parce que politiquement c'est un peu plus délicat peut-être. Là, est-ce que c'est un changement d'attitude? Bon, je pense qu'on a changé depuis longtemps d'approche. C'est que ces questions de développement social sont absolument primordiales pour tout développement. Et puis ça, c'est d'aider les gens à pouvoir se prononcer eux-mêmes. C'est ça qui est important. C'est de leur donner la parole pour qu'ils puissent aussi avoir leur mot à dire dans la politique nationale, dans la politique de développement du pays. C'est ça qui est important. David, alors il y a un projet radio en plus, toujours né de la coopération entre la Jeune Chambre économique et Canal 9. Oui, Marie-Josée Brodji, c'est vous qui êtes plus particulièrement spécialisée. On rappellera que vous avez été journaliste à la Radio Romande, notamment. Qui est notre consoeur. On parle leur des mots. Voilà. Alors ce projet, donc, il en est où actuellement? Eh bien, nous avons pu, grâce à toute l'équipe qui est là, à Claude, à Franco, nous avons pu inaugurer notre radio locale qui a été mise sur pied en 3 semaines, sauf votre respect, des murs jusqu'à l'équipement, en passant par le jardin, parce que j'ai commencé par le jardin. Je me suis dit, dans le fond, il faut un joli cadre. Et tout ça s'est fait également avec la participation des gens. Parce que ça me semble inutile d'arriver là et de dire on va faire des choses. L'essentiel, c'est que les gens participent et qu'ils fassent les choses pour eux. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Oui, s'il n'y a pas une participation de la population, ça va s'écrouler. Sitôt le départ des techniciens, ils ont fermé la porte, pris la valise, mais 6 mois après, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, démonstration par l'image de l'installation de cette radio. Là aussi, quels sont les programmes qui sont proposés? En quoi sont-ils différents peut-être de ceux que l'on peut entendre chez nous? Alors vous savez, pour l'instant, c'est de la musique. Ouais. Première chose, les images que vous avez vues là, c'était une demi-heure avant l'inauguration officielle. Un bon moment, ça. Bien sûr. Donc nous sommes partis sur les chapeaux de roue. Nous n'avons toujours pas, nous n'avons ni disque, ni cassette. Et nous avons fait la récolte dans la ville, dans les alentours, pour demander à chaque personne de nous prêter ses disques, ses cassettes. Et le directeur de la TV, plus celui de la radio, ont un petit carnet du lait, font le tour des gens, qui leur prêtent les cassettes pour 3 semaines, on signe, on ramène les cassettes, et ça tourne pour l'instant de 6h du matin à 11h le soir, non-stop en musique.
Nous sommes partis 5 jours après cela en leur disant avancer dans cette manière de faire. Puis, nous, ensemble, à la suite déjà d'un certain nombre de brainstorming, pour employer un terme un peu pompeux, des séances de travail, on a fait émerger leurs soucis, leurs envies. Il nous manque maintenant des moyens d'enregistrer, des moyens de monter, et tout ça, ce sera le prochain voyage, je pense, mois de mars-avril. Mais quand vous dites, c'est une question pour tous les deux, hein, quand vous dites « on a fait ressurgir leurs soucis », dans quelle mesure sont-ils responsables des programmes qu'ils font? Dans quelle mesure interviennent-ils soit à la télévision, soit à la radio? Il a fallu trouver des gens sur place. Enfin, la télé avait démarré avant nous. Ça s'est greffé avant la radio. Et avant que nous soyons là, il y avait un embryon de télévision locale qui se faisait par un ami et un passionné, Clément Radar, parce qu'il s'occupait de la météo. Voilà, c'est comme ça qu'on s'appelle là-bas. Donc, ça existait. La télévision, la radio est venue presque naturellement après. Elle avait été promise par le maire de la ville en campagne électorale qui nous a aidés, il faut l'avouer, à la monter en achetant du matériel. Alors on va poser la question quand même à Herman. Hein. À votre avis, une radio comme ça, une fois qu'elle a passé le stade de la musique, une fois qu'elle a passé le stade des jeux, une fois qu'elle a passé le stade des documentaires, est-ce qu'à votre avis, elle a des possibilités de parler de la situation politique à Madagascar? Oui, il y a des possibilités, mais il faut faire attention. Hein. Et la politique, c'est surtout à Madagascar, c'est la foire. Hein. La foire d'empoigne. Alors pour avoir vraiment des idées politiques bien définies, avec un programme qui porte sur plusieurs années, il faut se lever tôt le matin. C'est peut-être pas ce que vous cherchez forcément. Non, mais c'est vrai que là, on a, pour essayer de donner une certaine stabilité et une durée à ce projet, on a mis sur pied, avec l'aide soutenue de Mimi, qui s'est investie à fond dans cette opération, on a mis sur pied une association qui est chargée de gérer la radio et la télévision, de s'occuper du personnel, d'encadrer les gens du programme. Et on compte énormément sur ce comité, sur cette association pour maintenir le projet. Et c'est vrai qu'on est très inquiet quand on voit des remous politiques à Madagascar, parce qu'on sait que ça peut changer du jour au lendemain, quoi. Le maire actuel, qui nous a apporté énormément d'appui, il était du bon bord jusqu'à présent. Maintenant que la politique a changé... Ça n'arrive pas que chez eux, disons. On est d'accord. Ceci dit, les incidences que ça peut avoir sur notre projet sont importantes, parce que c'est vrai que si le maire se fait débouter, peut-être qu'on n'aura plus les mêmes appuis sur place pour faire avancer l'idée. C'est dire l'importance que vous y retourniez souvent. Claude, vous l'y ajoutez? Il y a un élément important pour répondre à votre question. Là, les Malgaches seront bientôt appelés aux urnes. On ne sait pas encore quand. Une fois, c'était le mois de février, après c'est le mois d'avril, maintenant paraît-il que c'est le mois de juin. Et ce que nous craignons un peu, et c'est un souci que partage la DDC, c'est par exemple que les politiques, notamment les futurs députés, les candidats députés, n'hésitent pas à se payer des parts de radio, mais de radio aussi la radio nationale, mais des radios locales. Donc, qui veut parler pendant un quart d'heure, eh bien, donne de l'argent. Donc, il y a une forme de pression comme ça qui pour nous est importante, et c'est pour ça que nous travaillons aussi en collaboration avec un monsieur Gabatuller qui est chargé par la DDC d'un mandat important de TV et de radio locale, pardon, à Morona, pour essayer d'éviter cette pression politique sur les radios locales. On peut toujours préciser, de nouveau, nous parlons de Madagascar, on pourrait dire exactement les mêmes choses pour l'ensemble des radios africaines, où Alex le sait bien, ces interventions privées, cette possibilité offerte soit à des commerciaux, soit à des politiques, de pouvoir s'exprimer sur l'antenne, même d'agir et de modifier ou d'interdire des radios, cela existe. La chose que vous nous rappeliez tout à l'heure, Herman, c'est qu'il y a des gens pauvres et des gens qui ont envie qu'on soit solidaire avec eux, toujours à condition que ce soit durable. Bien sûr. Et pour venir poser votre machin là pour 2 ou 3 ans puis partir, ça ne sert à rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert strictement à rien, c'est de l'argent perdu. Et il y a beaucoup de pays qui ont comme on appelle ça, des aides internationales qui s'écroulent régulièrement. Des millions qui arrivent là, qui partent à gauche à droite. Vous êtes un exemple de cela, c'est-à-dire que c'est en 30 ou 40 ans sur place qu'on finit par modifier des choses, et il faut vraiment l'engagement d'une vie. Ah oui, mais c'est ce qui s'est passé dans le haut Moyen-Âge en Europe. Hein. Il y avait des moines, mais je ne suis pas tellement partisan de ces gens-là. Mais enfin, ça ne va pas sembler là. C'est des gens qui étaient stables et qui ont donné l'exemple. C'est ce qu'on n'a pas chez nous. Ouais.
Il n'y a pas d'exemple. Ça fait tache d'huile quand même. Merci Herman Petigna. Demain, on va revenir sur ce qui vous a motivé profondément, à savoir le lien avec certains mouvements anarchistes, la volonté de s'engager du côté des indépendances, comme on dit, de l'indépendance de Madagascar, ce que cela coûte pour un homme dans votre situation. Et puis, je le rappelle, jeudi, ce sera l'Avanime. Et puis vendredi, ce sera la fête. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce programme. Vous ne partez pas, hein. Demain, vous êtes là. Il pleut plus d'ailleurs. Ah bah alors ça tombe bien. Allez.